Un dimanche en campagne, Emmanuel Macron et Marine Le Pen jettent leur dernière force dans la bataille, plus que 3 jours avant le débat télévisé entre le président candidat La République En Marche et la candidate du Rassemblement National. Avec nous pour en parler, Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Observateur avisé de la politique française, correspondant à Paris du journal suisse francophone Le Temps. Votre livre, La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, est publié aux éditions Grasset. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Emmanuel Macron a insisté cette semaine sur l'écologie. Marine Le Pen a tenu 2 conférences de presse sur les institutions et la politique étrangère. Le carnet de campagne dans un instant. Mais messieurs, d'abord, votre image de la semaine, quelle est-elle ? Emmanuel Macron, samedi à Marseille, au Palais du Pharo, pour ce qui pourrait être son dernier meeting. J'y étais, une assistance relativement clairsemée, à peu près 3000 personnes, et un Emmanuel Macron très professoral, très axé sur l'écologie, sur la cible des jeunes qui votent vert, et on va voir si ça marche. Slimane, votre image de la semaine ? Oui, l'aparté absolument improbable entre Marine Le Pen et une femme, une dame qui porte le foulard, et puis l'échange qui s'en est ensuivi, très spontané, très direct, et qui montre une chose, c'est que ces femmes voilées dont on parle tout le temps, et on parle à leur place, on nous dit qu'elles sont forcées de le porter ou pas, et voilà que pour une fois, une femme politique parle avec elle 2 minutes, et elle est ébranlée dans ses convictions par rapport au voile. Et merci Slimane pour cette image. Maintenant, comme promis, le carnet de campagne. Le duel se poursuit à distance. L'objectif cette semaine, convaincre les indécis et séduire au-delà de son camp. À Marseille, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, Emmanuel Macron fait les yeux doux à la gauche. Il se prête à un long plaidoyer en faveur de l'écologie. De ce meeting ressort une promesse. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Entré tardivement en campagne et plutôt discret lors du premier tour, le président candidat multiplie les bains de foule. Bonjour messieurs, dames. Le Havre, Strasbourg ou encore Mulhouse, l'occasion d'établir une image de proximité, parfois avec difficulté. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Pas question pour Marine Le Pen de céder du terrain à son adversaire. La candidate d'extrême droite a elle aussi sillonné les routes de France. C'est vraiment mignon comme tout. Des routes parfois semées d'embûches. Dans des plus petites localités, Marine Le Pen se place en défenseuse des plus vulnérables et cherche à asseoir sa crédibilité. Il est extrêmement important que je puisse avoir un moment avec tous les Français que ça intéresse pour pouvoir rassurer tout le monde et montrer que mon projet est en même temps réfléchi, crédible, applicable et qu'il correspond à ce que souhaitent les Français. Après un dimanche pascal de repos, les 2 candidats se préparent à remonter sur le ring. Rendez-vous très attendu mercredi prochain, le grand débat, le face-à-face. Il n'en restera qu'un ou une, le 24 avril. Richard Verly, une semaine de campagne d'entre-deux tours, avantage qui ? C'est difficile à dire. Moi, je pense que tous les deux font la campagne, la fin de campagne que l'on pouvait attendre. Marine Le Pen fait une fin de campagne extrêmement populaire, proche des gens. Elle a même dit « je fais une campagne et je gouvernerai la France en mère de famille ». Donc, elle joue à fond la carte de la proximité et de la simplicité. Emmanuel Macron, lui, joue totalement dans l'autre registre, le professionnel qui sait gouverner la France et qui saura prendre les mesures que veut l'électorat, notamment l'électorat jeune, puisqu'on sent bien que c'est là que la décision se fera. Ces jeunes qui, souvent, ont voté Jean-Luc Mélenchon, dont une partie sont des jeunes sympathisants écologistes, c'est ceux-là qu'Emmanuel Macron veut réussir à capter dans les derniers jours. Richard Verly, je le disais, vous avez un regard aiguisé sur la politique française. Il y a un débat aussi qui est revenu dans l'entre-deux tours et qui est toujours d'actualité. Faut-il qualifier, oui ou non, le Rassemblement national de mouvement d'extrême droite? Vous, ensuite, vous avez l'UDC, qui n'est pas qualifié de mouvement d'extrême droite, mais de droite nationaliste. Qu'en est-il pour vous? Marcel Gauchet a fait grand bruit cette semaine, le philosophe, en disant pas, en tout cas, de l'extrême droite telle qu'on l'entend historiquement en France. Alors, la comparaison avec l'UDC, elle mérite quand même d'être nuancée, parce que dans l'UDC, d'abord en Suisse, historiquement, vous avez plusieurs branches, dont une partie est plus extrémiste que l'autre, et en général, on le qualifie de droite dure. Peut-être pas d'extrême droite, mais de droite dure. En ce qui me concerne, à propos de Marine Le Pen, moi, dans tous mes articles, je continue d'utiliser le qualificatif candidate d'extrême droite ou candidate du Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que tous les marqueurs politiques de son parti, je dis bien du parti, sont des marqueurs d'extrême droite. Et elle est la candidate de ce parti. Mais c'est-à-dire un programme essentiellement ultranationaliste, très nationaliste, un programme de fermeture des frontières, un programme centré sur l'autorité,
et un programme qui refuse, je dirais, l'économie libérale telle qu'on la connaît et qui est pour retourner à une économie plus étatiste, ce qui est une caractéristique souvent de l'extrême droite. À la française, c'est moins vrai en Suisse et c'est sans doute pour ça qu'il y a des nuances. Slimane, vous évoquez la question du port du voile tout à l'heure. D'ailleurs, je précise aussi qu'Emmanuel Macron a eu un face-à-face. Ça fait aussi grand bruit parce qu'il a déclaré à une jeune fille qui portait le voile et qui se disait féministe que c'était bien, que ce n'était pas contradictoire. Il n'avait pas tenu les mêmes propos il y a quelques années de cela. Pourquoi est-ce que cette question de l'habit religieux musulman, en tout cas des femmes, revient comme un leitmotiv ? Il revient comme un leitmotiv parce que c'est un des plus vieux débats de la République. Car contrairement à ce qu'on nous dit, l'islam n'est pas une religion incongrue qui subitement, à partir des années 70, est entrée avec fracas sur la scène politique française. L'islam fait partie du territoire géopolitique de la France depuis 1830. C'est-à-dire dans 8 ans, on pourra fêter le bicentenaire de l'islam dans l'histoire de France. Eh bien, ça a depuis la Troisième République, depuis 1870, le débat sur peut-on être musulman et français? L'islam est-il compatible avec la République? Mahomet est-il compatible avec Marianne? Et durant la guerre d'Algérie, l'affaire du voile avait pris une forme extraordinairement polémique en ce sens que les autorités françaises d'Algérie voulaient dévoiler publiquement, il y a eu des séances de dévoilement public sous les caméras de femmes algériennes, on les dévoilait publiquement. Ouais. Et du coup, le FLN avait fait du voile le symbole même de l'identité algérienne. C'est-à-dire que les femmes algériennes s'étaient trouvées otages entre deux machismes qui les utilisaient comme enjeu politique. Eh bien, d'une certaine manière, nous sommes sortis de la guerre d'Algérie, mais les stigmates de la guerre d'Algérie, notamment le débat autour de l'identité française. C'est-à-dire, peut-on être un Français si on n'est pas judéo-chrétien? C'était une question pendant la guerre d'Algérie et il est malheureux de le constater que c'est encore le cas. Richard Verly, vous parliez des marqueurs de l'extrême droite. Ce qui frappe aussi, c'est qu'on n'entend pas parler beaucoup, mais dites-le nous, la laïcité en France n'interdit pas à un croyant, quelle que soit sa religion, de porter un objet religieux dans la rue. Non, mais il me semble que le programme de Marine Le Pen veut changer cela. Modifier la Constitution. Absolument. Donc, je crois que la question du voile, Slimane l'a très bien dit, il y a un passif historique et il y a autre chose. Il y a le symbole. C'est facile, finalement. C'est un symbole facile parce que c'est visible, ça se voit à la caméra. Parce qu'elle a besoin des voix d'Éric Zemmour ? Oui, mais Marine Le Pen, au fond, on voit bien la position qu'elle a aujourd'hui. Elle veut faire une distinction entre le voile comme sujet et les femmes qu'il porte. Et c'est ce qu'elle essaye de faire en disant à ces femmes, en parlant à ces femmes, elle essaye au fond de dédiaboliser ces femmes ou de se dédiaboliser à travers ces femmes voilées. Mais je crois qu'il faut en revenir au point de départ. Le point de départ du Rassemblement national, c'est un parti qui s'est tout au long de son histoire positionné contre la population immigrée d'origine maghrébine. Alors quelques chiffres à présent. L'un des derniers sondages, Emmanuel Macron, 55,5% des intentions de vote au second tour dimanche prochain, contre 44,5% pour Marine Le Pen. Marge d'erreur 3,3 points. C'est le sondage paru hier samedi, Ipsos Sopra Steria pour France Info, Le Parisien aujourd'hui en France. Autre chiffre, là on va être prudent dans l'intitulé, c'est la France Insoumise qui a consulté, comme on pourrait dire, des soutiens de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et regardez, question fermée, allez-vous vous abstenir, voter blanc ou voter pour Emmanuel Macron? Donc il n'est pas question de Marine Le Pen, mais voici les chiffres. Qu'est-ce que ça vous inspire, Richard Verly? Vote blanc majoritaire, au milieu Emmanuel Macron et puis près de 29% pour l'abstention. Je ne suis pas surpris, parce qu'il ne faut pas se souvenir que dans le vote pour Jean-Luc Mélenchon, donc les 22% de suffrages, 7,7 millions de voix, je crois, qu'il a recueillis, il y avait un bon paquet de votes utiles, c'est-à-dire de gens qui traditionnellement votaient pour le Parti socialiste ou pour les écologistes. Donc que ceux-ci se reportent sur Emmanuel Macron, ce n'est pas surprenant. Et les deux autres camps, c'est-à-dire le camp du vote nul, vote blanc ou bien de l'abstention, à mon avis, ça peut encore varier dans les jours qui viennent. Vous noterez que si Marine Le Pen, si le vote Le Pen n'était pas cité, ce n'est pas parce que les électeurs de Mélenchon éventuellement ne vont pas voter Le Pen, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas poser la question. Justement. Puisque vous connaissez sa position, aucune voix à Marine Le Pen. Un tiers, disait-on au lendemain du premier tour. Un tiers voterait pour Emmanuel Macron, un tiers pour Marine Le Pen et un tiers nul ou s'abstiendrait. Aujourd'hui, ça a peut-être un peu plus bougé. C'est plus en faveur d'Emmanuel Macron? Écoutez, ce que je crois, c'est que la parole de Jean-Luc Mélenchon a du poids au sein de ses sympathisants. Il a montré sa capacité à rallier
un très grand nombre de voix. Il est au seuil du second tour. Il n'a pas dit voter Emmanuel Macron. Non, Ouais. mais il a dit aucune voix à Marine Le Pen. Il l'a répété 4 fois. Et vous savez, je crois qu'il y a aussi une question d'héritage chez Jean-Luc Mélenchon. Il veut laisser l'héritage d'un grand républicain. Or, être un grand républicain et accepter de voter Marine Le Pen ou de faire voter Marine Le Pen, ce serait quand même... Il se laisse une chance pour les législatives? Évidemment, Ouais. bien sûr. Slimane, la politique étrangère, elle a été très peu présente pendant la campagne avant le premier tour, même si la guerre en Ukraine et Vladimir Poutine s'est invité dans cette campagne. Que sait-on jusqu'à ce qui distingue la vision du monde d'Emmanuel Macron de celle de Marine Le Pen et leurs alliances, par exemple? Écoutez, les deux se réclament de l'héritage du général de Gaulle. Ouais. Mais le traduisent de façon radicalement différente. Par exemple, Emmanuel Macron pense que la place de la France est dans l'OTAN et dans le commandement de l'OTAN, avec toutes les obligations et les prérogatives que cela entraîne pour une puissance nucléaire comme la France. Marine Le Pen veut sortir du commandement Marine Le intégré Pen, de se l'OTAN. réclamant du même général de Gaulle, elle veut quitter le commandement de l'OTAN comme de Gaulle l'avait fait à l'époque. Mais à l'époque où de Gaulle avait fait la carte géopolitique de la planète et les grilles de lecture n'étaient absolument pas les mêmes. Par contre, un des points symptomatiques, c'est que j'ai remarqué que cette année, dans les chaînes de télévision arabes, et notamment du Maghreb, la campagne électorale française n'a attiré les médias que par ses excès, notamment par ses discours sur les voiles et sur l'immigration. Alors qu'auparavant, chaque fois qu'il y avait une élection d'un président français dans l'air, on se disait toujours quid de sa politique arabe, de la politique arabe du futur vainqueur. Eh bien, cette question ne se pose plus et les candidats eux-mêmes ne la mettent plus en avant parce que la France a décroché du Moyen-Orient. On dit que Trump a décroché les États-Unis du Moyen-Orient, mais la France ne prend plus aucune initiative sérieuse au Moyen-Orient. Richard Verly, 30 secondes pour conclure. J-3 avant le débat. Les débats ont rarement changé la donne dans une présidentielle française, dit-on. Quel est votre avis? Il y a quand même des phrases qui sont restées. Moi, président, vous n'avez pas le monopole du cœur. On pourrait citer aussi, par exemple, vous êtes l'homme du passif. Non, dans ce cas, je crois que c'est beaucoup plus Elle s'était ratée il y a 5 ans. Non, mais dans ce cas, c'est beaucoup plus simple. Pour Marine Le Pen, il faut justement qu'elle ne se rate pas cette fois-ci. Il faut qu'elle démontre qu'elle peut tenir tête à Emmanuel Macron et qu'elle ne peut pas, je dirais, être dans les approximations comme elle l'avait été il y a 5 ans. Si déjà elle arrive, je dirais, à terminer sur un match nul, pour elle, ce sera une victoire. Merci beaucoup, Richard Verly, pour votre décryptage et Slimane pour votre analyse. Merci à tous les deux.